un sachet de lentilles, un mixeur et 5 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour préparer exactement la même molécule que celle vendue en jardinerie entre 30 et 50 $ la bouteille. L'industrie chimique l'appelle acide indolibique. Les scientifiques l'appellent eau de bœuf. Votre grand-mère l'appelait probablement eau de saule. Deux choses expliquent pourquoi presque personne dans le monde anglophone ne la fabrique soi-même. L'une utilise une hormone végétale si puissante qu'elle contrôle chaque racine, chaque tige, chaque fruit de chaque plante sur Terre. L'autre repose sur une industrie de plus de 4 milliards de dollars qui profite de votre ignorance. À la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai la recette exacte en 5 minutes qui transforme une poignée de lentilles germées en une hormone d'enracinement si efficace qu'une étude scientifique a démontré sa supériorité par rapport aux produits commerciaux disponibles dans votre jardinerie. Mais avant tout, il vous faut comprendre ce qu'est réellement l'engrais Oxen et pourquoi on vous a caché comment le fabriquer vous-même. Si vous avez déjà acheté un petit flacon de poudre d'enracinement, trempé une bouture dedans et croisé les doigts sans comprendre ce que vous faisiez, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui change tout. Car la substance contenue dans cette bouteille n'est pas une invention moderne. Ce n'est pas une percée de la chimie agricole. C'est une molécule que chaque plante sur Terre produit naturellement. Pendant des siècles, les communautés autochtones de plusieurs continents ont appris à l'extraire gratuitement, avec seulement de l'eau et de la patience. Les entreprises chimiques, elles, ont trouvé le moyen de vous la faire payer. Ce que vous allez découvrir va radicalement transformer votre vision de la multiplication des plantes, du jardinage et des produits qui garnissent les rayons de toutes les jardineries que vous avez pu fréquenter. Car l'histoire de l'auxine ne se résume pas à une simple hormone. C'est l'histoire de la façon dont un savoir ancestral est oublié, dont des connaissances simples sont réinterprétées et dont des industries pesant des milliards de dollars se sont développées grâce à une substance que vous pourriez préparer vous-même avant le petit déjeuner. Cette histoire commence en 1880 dans une serre du Kent, en Angleterre. Charles Darwin, déjà le biologiste le plus célèbre de son temps, s'intéressait à un phénomène qui le déconcertait. Une jeune pousse d'alpiste. Son coloptyle se courbait vers la lumière, non pas toute la plante, mais seulement son extrémité. Darwin et son fils Francis conçurent alors une série d'expériences ingénieuses. Ils recouvrirent l'extrémité de la plantule d'un petit capuchon opaque. La courbure cessa. Ils recouvrirent alors la partie inférieure de la tige, laissant l'extrémité exposée. La courbure reprit. Ils répétèrent l'expérience à maintes reprises avec différents matériaux. Le résultat était toujours le même. Une substance se formait à l'extrémité et se transmettait vers le bas, dans la zone de croissance inférieure, ce qui provoquait un allongement plus rapide d'un côté de la tige que de l'autre. Darwin l'a qualifiée d'influence. Il l'a décrite avec précision dans son ouvrage « La puissance du mouvement chez les plantes », publié la même année en collaboration avec Francis. Ils ignoraient tout de cette substance. Ils ne pouvaient ni l'isoler, ni la mesurer, ni même prouver qu'il s'agissait d'une molécule plutôt que d'un signal électrique. Ils savaient seulement qu'elle existait, qu'elle circulait dans la plante et qu'elle contrôlait sa croissance d'une manière encore jamais documentée. Ce livre, vieux de près de 150 ans, a posé les fondements de tout un domaine scientifique. Pendant des décennies, après l'observation de Darwin, les scientifiques se sont efforcés de percer ce mystère. En 1913, un chercheur danois nommé Peter Boyce et Jensen ont inséré une fine lamelle de mycica, une feuille minérale, dans la tige d'une jeune pousse de graminée. Lorsque la mycica bloquait la partie ombragée de la tige, la plante cessait de se courber vers la lumière. En revanche, lorsqu'elle ne bloquait que la partie éclairée, la courbure se poursuivait. Sa conclusion était extraordinaire. L'influence de Darwin ne se manifestait pas seulement vers le bas, mais spécifiquement vers le bas, du côté ombragé.
Une substance chimique se redistribuait à l'intérieur de la plante, en réponse à la lumière, se concentrant là où elle favorisait la croissance. Mais les garçons et Jensen ne parvenaient toujours pas à isoler la substance. Cette percée n'eut lieu qu'en 1926, lorsqu'un étudiant néerlandais, Frits Wendt, réussit là où des décennies de scientifiques avaient échoué. Travaillant dans le laboratoire de son père à l'université d'Utrecht, Wendt mena une expérience d'une simplicité remarquable. Il coupa les extrémités de jeunes pousses d'avoine et les déposa sur de petits blocs de gélatine d'avoine. Il attendit. Les extrémités libérèrent une substance invisible dans le gel. Il déposa ensuite ces blocs d'agar, désormais imprégnés de cette mystérieuse substance, sur les souches coupées des plantules décapitées. Les plantules reprirent leur croissance. Lorsqu'il plaça les blocs de gel de façon excentrée sur la souche, les plantules se courbèrent du côté opposé, comme si la substance favorisait leur croissance d'un côté. Il avait capturé l'influence invisible de Darwin dans un bloc de gelée. Il le nomma oxène, d'après le mot grec oxène, qui signifie croître. Ce qu'il avait isolé fut plus tard identifié comme étant l'acide indole 3 acétique, AAA, une molécule si fondamentale à la vie végétale qu'on ne l'a jamais trouvée absente d'aucune espèce végétale vivante sur Terre. Pas une seule. En un siècle de recherche en biologie végétale, toutes les espèces testées produisent des oxènes. C'est un phénomène aussi universel chez les plantes que l'ADN lui-même. Voici un détail qui surprend souvent. Le premier oxène n'a pas été isolé d'une plante, mais de l'urine humaine. En 1934, un chimiste nommé Fritz Kogel, de l'université d'Utrecht, la même où Wendt avait mené ses travaux, a extrait l'acide indole 3 acétique d'échantillons d'urine humaine. On la retrouva ensuite chez les levures, les champignons, puis les plantes supérieures. Cette molécule était si omniprésente en biologie que les scientifiques la découvraient sans cesse. Kenneth Tiemann, l'un des physiologistes végétaux les plus prolifiques du XXe siècle, auteur de 29 articles rien que dans l'American Journal of Botany, consacra des décennies à étudier précisément comment cette unique molécule contrôlait le développement des plantes. Ses travaux, menés des années 1930 aux années 1990, ont établi l'aïukine comme étant sans doute la molécule de signalisation la plus importante du règne végétal. Permettez-moi d'expliquer concrètement ce que cela signifie, car l'importance de l'action de l'auxine est presque impossible à surestimer. Chaque racine qui perce le sol le fait grâce à l'auxine. Lorsque l'auxine s'accumule à la base d'une bouture, elle reprogramme les cellules souches ordinaires, les modifiant littéralement au niveau génétique pour qu'elles se transforment en cellules racinaires. Le jardin botanique de l'Université de Californie a démontré comment l'auxine d'isotope, IAA, stimule la croissance des racines en activant des gènes spécifiques qui induisent la différenciation des cellules de la tige en tissu racinaire. Chaque tige qui se dirige vers la lumière se courbe car l'auxine s'accumule du côté ombragé, provoquant un allongement plus rapide des cellules et poussant ainsi la tige vers le soleil. Chaque fruit qui grossit sur une branche le fait sous l'influence de l'auxine. Appliquez de l'auxine à une fleur de tomate non fécondée, et elle produira un fruit sans pépins, sans pollinisation, un processus appelé partenocarpie. Chaque plaie qui cicatrise sur un arbre taillé guérit grâce à l'auxine qui afflue vers la zone de coupe et initie la division cellulaire. Lorsqu'on pince la cime d'une plante et qu'elle se ramifie en un buisson dense, c'est parce qu'on a supprimé la principale source d'auxine, ce qui interrompt ce que les scientifiques appellent la dominance apicale et permet la croissance des pousses latérales. Une seule molécule orchestre tout. Une seule molécule contrôle si une plante développe des racines ou des tiges, si elle recherche la lumière ou se plonge dans l'obscurité, si elle fructifie ou reste végétative. Et cette molécule est synthétisée à partir du tryptophane, le même acide aminé que l'on trouve dans la dinde et le lait par une voie métabolique si ancienne qu'elle est antérieure à l'apparition des plantes à fleurs
de plusieurs centaines de millions d'années. Voici un aspect de l'histoire que l'industrie horticole préférerait vous cacher. Bien avant que Darwin n'observe les jeunes pousses de gazon à la loupe, bien avant qu'il ne capture des hormones et des blocs de gélatine à Utrecht, les peuples autochtones connaissaient déjà les propriétés des saules. Les Amérindiens utilisaient l'écorce de saule comme remède depuis des siècles. Les Cherokees, les Ojibwés, les Iroquois et des dizaines d'autres peuples mâchaient l'écorce de saule pour soulager la douleur et préparaient des infusions pour faire baisser la fièvre. Le saule apparaît fréquemment dans les remèdes traditionnels. Un texte médical égyptien, le papyrus d'Ébers, datant d'environ 1500 avant J-C, prescrivait des infusions de feuilles de saule pour traiter l'inflammation. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, recommandait l'infusion d'écorce de saule pour soulager les douleurs de l'accouchement vers 400 avant J-C. Le principe actif de tous ces remèdes était la salicine, que l'organisme transforme en acide salicylique. En 1897, Felix Hoffmann, chimiste chez Bayer en Allemagne, acétylisa l'acide salicylique pour obtenir l'acide salicylique. La société le baptisa aspirine. Ce médicament devint le plus populaire de l'histoire. La production annuelle, une fois empilée sous forme de comprimés, pourrait s'étendre jusqu'à la Lune et revenir. L'aspirine a donné naissance à un empire pharmaceutique valant des milliards. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Les saules ne contiennent pas seulement le précurseur de l'aspirine. Ils renferment également des concentrations incroyablement élevées d'acide indolibique, AIB. Il s'agit exactement du même composé que celui vendu aujourd'hui dans les jardineries comme hormone de bouturage commercial. La même molécule. La même substance se trouve dans un flacon de gel Clonex à 30 $. La même poudre dans un pot d'hormones de bouturage. Ormex s'écoule librement d'une branche de saule trempée dans de l'eau tiède toute une nuit. Les saules sont tellement saturés de cette hormone qu'ils comptent parmi les arbres les plus faciles à multiplier au monde. Il suffit de planter une branche de saule dans un sol humide pour qu'elle devienne un arbre. Dans le cadre de projets de restauration écologique, on plante régulièrement des tuteurs de saule directement dans les berges des rivières. Et en quelques semaines, ces tuteurs développent des racines et des feuilles sans aucune intervention humaine. L'arbre est en quelque sorte un système de diffusion d'hormones de croissance enracinées, enveloppé dans son écorce. Les Amérindiens n'avaient pas de mots pour désigner les bœufs, mais lorsqu'ils plantaient des pieux de saule dans les berges des rivières pour lutter contre l'érosion et observaient les racines jaillir du bois en quelques jours, ils en comprenaient parfaitement le principe. Lorsqu'ils faisaient tremper des fagots de brindilles de saule dans l'eau et utilisaient cette eau pour favoriser l'enracinement des jeunes plants repiqués, ils préparaient en réalité une solution d'acide lébutérique sans en connaître la chimie. Ce savoir n'a jamais été perdu. Il n'a simplement jamais été suffisamment rentable pour être commercialisé. Le docteur Wayne Armstrong, de l'Université d'État de Californie, a consacré des décennies à recenser toutes les espèces de Salex, le genre qui regroupe tous les saules d'Amérique du Nord. Il a découvert des saules prospérant à quelques kilomètres seulement des grandes universités américaines, à proximité immédiate des jardineries vendant des versions synthétiques de la molécule. Ces mêmes arbres produisaient gratuitement. L'ironie est frappante. Les étudiants en botanique auraient pu se rendre à l'étang du campus, cueillir des brins de saule, les faire tremper toute une nuit et obtenir ainsi une hormone d'enracinement efficace. Au lieu de cela, ils sont allés en voiture à la jardinerie et ont déboursé 30 $ pour une version synthétique de ce même composé. Voici un autre détail que l'industrie omet de mentionner. L'eau de saule offre un avantage que l'IBA synthétique pure ne peut posséder. L'acide salicylique qu'elle contient déclenche une réponse de défense dans les tissus végétaux appelée résistance systémique acquise. Lorsqu'une bouture absorbe cet acide salicylique, elle active des voies immunitaires qui luttent contre les infections bactériennes et fongiques. C'est crucial, car la principale cause de mortalité des boutures
n'est pas une carence hormonale. En réalité, la plupart des boutures meurent d'infections fongiques, au point de coupe, bien plus que d'un défaut d'enracinement. L'eau de saule agit simultanément sur ces deux problèmes. Elle fournit le signal hormonal nécessaire à la croissance des racines et le renforcement immunitaire indispensable à leur développement. Aucun gel ou poudre d'enracinement commercial sur le marché ne combine ces deux fonctions au niveau moléculaire comme le fait naturellement l'eau de saule. Parallèlement, de l'autre côté de l'Atlantique, bien plus au sud, des communautés agricoles d'Amérique latine ont fait une découverte tout aussi remarquable dans une source totalement différente. Les lentilles. Dans des pays comme le Chili, l'Argentine, l'Espagne et le Mexique, les petits agriculteurs et les adeptes de la permaculture utilisent depuis des générations les lentilles germées comme hormones d'enracinement naturel. Ils l'appellent enrhisante des enteus, ce qui signifie agent d'enracinement des lentilles. Cette technique est mentionnée dans la littérature agricole hispanophone, dans les manuels de permaculture, dans les guides de jardins communautaires et sur d'innombrables forums de jardinage depuis des décennies. Le mécanisme scientifique sous-jacent est élégant et bien compris. Lors de la germination, la priorité biologique première et la plus urgente de toute graine est le développement d'une racine. Pour ce faire, la graine se gorge d'auxine. L'équilibre hormonal de la graine en germination est alors fortement orienté vers la stimulation de la croissance racinaire. La concentration d'auxine atteint son maximum au moment précis de la germination, lorsque les minuscules extrémités blanches des racines émergent de l'enveloppe de la graine. C'est précisément à ce moment que la graine produit la quantité maximale de la même hormone que les entreprises synthétisent en usine et vendent en flacons. Les lentilles sont idéales à cet effet pour plusieurs raisons. Elles germent rapidement, généralement en 2 à 4 jours à température ambiante. Elles produisent une fermentation minimale comparée à d'autres légumineuses comme les haricots ou les pois, ce qui limite la prolifération bactérienne indésirable et les odeurs désagréables lors de la germination. Elles sont peu coûteuses et disponibles dans presque toutes les épiceries du monde. Surtout, elles libèrent facilement leurs auxines dans l'eau environnante, ce qui rend l'extraction simple et efficace. Nul besoin de laboratoire de chimie ni d'équipements spécialisés. Il suffit de les faire tremper, de les faire germer, de les mixer, de filtrer, et vous obtenez une solution concentrée d'auxine naturelle. Si vous pensez que cela paraît trop simple pour être efficace, trop beau pour être une véritable alternative aux produits industriels, laissez-moi vous présenter les données scientifiques publiées. Il ne s'agit pas de folklore, ni d'une légende urbaine colportée sur les forums Internet sans fondement. Ce sont des données publiées, évaluées par des pairs et analysées statistiquement. Une étude de 2025 publiée dans Horticulture, une revue scientifique en libre accès indexée dans la base de données MDPI, a comparé un bio-engraisseur à base de lentilles à un agent d'enracinement chimique commercial appelé Rexen Plus sur des plants de courgettes italiennes. Le protocole expérimental était rigoureux. 5 groupes de traitement, différentes concentrations du bio-engraisseur à base de lentilles testées en parallèle avec le produit commercial et un témoin arrosé uniquement d'eau. La significativité statistique a été évaluée à l'aide du test des plus petites différences significatives de Fischer. Les résultats étaient sans équivoque. Comparés aux plantes témoins non traitées arrosées à l'eau claire, les plants de lentilles traités avec le bioruteur à sa concentration maximale de 75 mm par application ont augmenté leur hauteur de 166% et la longueur de leurs racines de 165%. Le nombre de feuilles a augmenté de 113%. La masse fraîche aérienne, soit la masse totale de la partie aérienne de la plante, a progressé de 169%. La masse sèche des racines a augmenté de 16%. Et voici le chiffre qui devrait interpeller tous les jardiniers amateurs. La production de fleurs femelles, c'est-à-dire les fleurs qui se transforment en fruits, a bondi de 177%. Comparons maintenant ces résultats
à ceux obtenus avec l'agent d'enracinement chimique commercial testé dans la même étude. Le traitement aux lentilles s'est avéré plus performant que le râteau et le terreau pour presque toutes les variables agronomiques mesurées. La hauteur des plants était supérieure de 13% avec les lentilles qu'avec le produit commercial. Le nombre de feuilles a dépassé de 124% celui obtenu avec le traitement chimique. Le poids frais et le poids sec de la partie aérienne l'ont dépassé respectivement de 103% et 107%. Le poids sec des racines l'a surpassé de 117%. Et la production de farine issue de la plante femelle l'a surpassé de 160%. Relisez bien. Une poignée de lentilles germées, trouvées dans un placard et mélangées à de l'eau, a surpassé un produit chimique industriel conçu et formulé en laboratoire. Les chercheurs ont conclu que les bio-implantateurs de lentilles pourraient constituer une alternative écologique aux agents d'enracinement conventionnels. Et ce n'était pas la seule étude. Au Jardin botanique royal d'Édimbourg, l'une des institutions botaniques les plus prestigieuses au monde, un chercheur a mené une étude comparative utilisant des hormones d'enracinement naturel extraites du saule et des lentilles, ainsi que de l'acide indolutérique, AIB, de synthèse. Le sujet d'étude était le Saxotea conspicua, une espèce de conifère menacée originaire des forêts pluviales tempérées du Chili et d'Argentine. 80 boutures semi-ligneuses ont été réparties en différents groupes de traitement. L'article, publié dans Sibaldia, la revue internationale d'horticulture botanique, a mesuré directement la teneur en auxine des solutions préparées et évalué le succès d'enracinement pour chaque traitement. L'étude a confirmé que les préparations naturelles contenaient des niveaux détectables d'auxine et présentaient un réel potentiel d'enracinement. Mais attendez, si cette molécule est si fondamentale, si bien documentée dans la littérature scientifique, si abondamment présente dans la nature et si efficace, même dans les études publiées, pourquoi toute une industrie de plusieurs milliards de dollars existe-t-elle pour vous le vendre sous forme synthétique? La réponse tient à 3 facteurs qui se renforcent mutuellement. Premièrement, la concentration et la constance. Un produit synthétique comme le gel Clonex délivre une concentration précise de 3000 parties par million d'acide indélébutérique à chaque ouverture du flacon. Ce taux reste constant d'un lot à l'autre, d'une saison à l'autre, et même d'une bouteille à l'autre. Une infusion de saule maison peut contenir entre 200 et 2000 parties par million, selon l'espèce de saule, la période de l'année, l'âge du saule, la température de l'eau et la durée d'infusion. Les pépinières commerciales, qui multiplient 10 000 boutures de rosiers, ne peuvent se permettre une telle variabilité. L'industrie s'est donc construite autour de formulations synthétiques standardisées et a convaincu les jardiniers amateurs qu'ils avaient besoin de la même précision qu'en laboratoire. Or, la plupart des jardiniers amateurs n'en ont pas besoin. Deuxièmement, l'apparence de complexité. L'industrie chimique profite énormément lorsque le jardinage paraît technique et intimidant. Prenez par exemple un produit étiqueté avec des termes comme acide indolbutérique, 0,5%, mélange exclusif à 3% d'acide napalène acétique, complexe de gel d'enracinement inactivé par l'oxygène. On pourrait croire qu'il faut des connaissances spécialisées pour faire pousser des racines. Ce n'est pas le cas. Il suffit d'une lentille et d'un verre d'eau. Mais une lentille et un verre d'eau, ça ne ressemble pas à de l'horticulture de pointe. Ça ressemble plutôt à la préparation d'un repas. Et personne ne bâtit une industrie mondiale de 4 milliards de dollars autour de la préparation des repas. Troisièmement, le manque de connaissances est à la fois géographique et linguistique. La technique de bouturage des lentilles est une pratique courante dans les communautés de jardinage hispanophones du monde entier. Une recherche avec les mots-clés « rhizanthe de Lantheas » sur n'importe quel forum hispanophone vous permettra de trouver des milliers de messages, des tutoriels détaillés et des photos avant-après. Une recherche sur l'hormone d'enracinement des lentilles en anglais ne donnait, jusqu'à très récemment,
quasiment aucun résultat. Cette technique restait méconnue du grand public. Des millions de jardiniers anglophones ignoraient que l'hormone d'enracinement qu'ils achetaient, 30 $, se trouvait dans leur placard depuis 30 ans. Les chiffres du marché confirment cette situation. Le marché mondial des régulateurs de croissance des plantes était évalué à environ 4,5 milliards de dollars en 2023. Le sous-marché des hormones d'enracinement a atteint à lui seul 1,21 milliard de dollars en 2024. Des entreprises comme Valent Biosciences, Bayer, BASF et Corteva Agrascience dominent ce marché. Les marges sur les produits à base d'oxines synthétiques sont considérables, car les matières premières sont peu coûteuses à produire. Les formules sont protégées par la marque plutôt que par des brevets sur la molécule elle-même. De plus, les consommateurs ont été conditionnés à croire qu'ils ne peuvent pas multiplier les plantes sans un produit acheté en magasin. Du point de vue de l'industrie, il faut considérer l'aspect économique. Un flacon de 100 ml de gel d'enracinement Clonex se vend environ 15 à 20 $ dans la plupart des jardineries. L'acide indole-butyrique, principe actif à une concentration de 3000 parties par million, coûte quelques centimes par flacon à synthétiser à l'échelle industrielle. Le reste du prix couvre l'emballage, le marketing, la distribution et la marge bénéficiaire. Par ailleurs, 100 grammes de lentilles coûtent bien moins d'1 $ dans n'importe quelle épicerie et permettent de produire suffisamment de concentré d'enracinement pour de nombreuses applications. Un seul saule produit suffisamment de rameaux pour arroser les racines à volonté, saison après saison, et ce gratuitement. L'écart de prix n'est pas de 10% ou 50%, mais de plusieurs milliers de pourcents. Le produit existe bel et bien. Les données scientifiques sont valides, mais la marge bénéficiaire repose entièrement sur le fait que le consommateur ignore l'existence de ces alternatives gratuites. Ce phénomène n'est pas propre aux hormones d'enracinement. On le retrouve dans tout le secteur du jardinage. Les inoculants microbiens, naturellement présents dans les sols sains, sont vendus en sachets. Le thé de compost, que chacun peut préparer dans un seau, est commercialisé comme un produit breveté. Les bactéries bénéfiques, présentes naturellement dans tous les sols forestiers, sont lyophilisées, commercialisées sous une marque et vendues à prix d'or. Tout ce modèle repose sur le fait de priver les jardiniers des connaissances écologiques qui rendraient la plupart de ces achats superflus. Je vous avais promis une installation en 5 minutes. Voici la recette exacte, étape par étape. Il vous faut 100 g de lentilles sèches, soit environ une demi-tasse. Toutes les variétés conviennent. Brunes, vertes, rouges, peu importe, pourvu qu'elles soient crues, non cuites et entières. N'utilisez pas de lentilles décortiquées. Elles ne germeront pas. Il vous faut également un bocal ou un saladier en verre, un morceau de tissu ou d'étamine, une passoire, un mixeur et de l'eau. C'est tout. Première étape. Versez les lentilles dans le bocal et recouvrez-les d'environ 400 ml d'eau, environ 375 ml. Laissez-les tremper pendant 8 à 12 heures. Une nuit entière est idéale. Pendant ce trempage, les enzymes s'activent à l'intérieur de la graine. La germination commence. La production d'auxine s'intensifie. Deuxième étape. Égouttez l'eau, mais conservez-la. Ce liquide contient déjà des auxines dissoutes et des nutriments. Couvrez les lentilles humides d'un linge pour maintenir l'humidité et les protéger de la lumière. Placez-les dans un endroit chaud, à température ambiante. 2 fois par jour, arrosez les lentilles avec un peu d'eau de trempage pour les maintenir humides. Égouttez-les immédiatement. Elles doivent être humides, mais jamais détrempées. Troisième étape. Patientez 2 à 4 jours. Vous verrez apparaître de minuscules radicelles blanches. C'est le moment où la concentration d'auxine est maximale. La graine mobilise toutes ses hormones pour développer ses racines. C'est alors qu'il faut récolter. Étape 4. Transférez les lentilles germées dans votre blender avec LPO de trempage réservé et une tasse D
eau fraîche supplémentaire. Mixez à vitesse maximale jusqu'à obtenir une consistance lisse. Plus vous mixez, plus vous extrairez d'oxine des lentilles. Étape 5. Filtrez à travers une étamine ou une passoire fine. Pressez et malaxez pour extraire un maximum de liquide. Le liquide foncé et trouble est votre solution concentrée d'oxine. La pulpe restante ira au compost. Voici un détail qui rend cette solution encore plus efficace. Vous pouvez ajouter une pincée de cannelle en poudre à la solution diluée finale avant de l'utiliser sur vos boutures. La cannelle ne contient pas d'oxine, mais c'est un puissant antifongique naturel. Elle contribue à prévenir la pourriture et les infections fongiques qui déciment les boutures. On peut la considérer comme un conservateur naturel pour la plaie de la bouture. Certains praticiens ajoutent également une cuillère à café de miel brut à la solution diluée. Le miel possède des propriétés antimicrobiennes et agit comme un agent protecteur naturel, empêchant les agents pathogènes de pénétrer dans les tissus coupés, tandis que l'oxine stimule la division cellulaire des racines sous la surface. Pour utiliser votre concentré d'enracinement de lentilles, diluez une dose de concentré pour 10 doses d'eau. Ce ratio est crucial. L'oxine agit selon une courbe dose-réponse biphasique. À faible concentration, elle favorise la croissance des racines. À forte concentration, elle l'inhibe et peut entraîner la mort des tissus végétaux. La dilution de 1,10 constitue la zone optimale pour une utilisation sûre et efficace. Trempez la base de vos boutures dans cette solution pendant 2 à 8 heures avant de les planter. Vous pouvez également l'utiliser pour arroser les semis et les plants repiqués afin de stimuler le développement racinaire. Conservez le concentré non dilué dans une bouteille hermétique au réfrigérateur. Il reste efficace pendant environ 15 jours. Si vous n'avez pas de lentilles, mais que vous avez accès à un saule, vous disposez d'une alternative tout aussi efficace, avec un avantage supplémentaire. Choisissez de jeunes branches, idéalement des pousses de première année à l'écorce verte ou jaune. Prélevez 10 à 15 morceaux d'environ 30 à 45 cm de long. Hachez-les ou concassez-les en tronçons de 2,5 cm. Placez-les dans un seau et versez de l'eau bouillante dessus. Laissez infuser toute la nuit, au moins 12 heures. L'eau prendra une couleur brun jaunâtre. Filtrez les brindilles. Ce liquide contient de l'acide indoutique et de l'acide salicylique. L'oxygène stimule la croissance racinaire. L'acide salicylique induit une résistance systémique acquise dans les tissus végétaux, agissant comme un antifongique naturel et protégeant les boutures de la pourriture et des infections qui en déciment tant avant leur enracinement. C'est une formule 2 en 1 que la nature a mise au point au fil de millions d'années. Voici une technique combinée qu'aucun produit commercial ne reproduit. Commencez par préparer votre eau de saule. Utilisez-la ensuite comme base liquide pour mixer vos lentilles germées. Contient de l'oxine de 2 sources et un antifongique. Dilué à raison de 1/10 comme précédemment. Aucun produit en jardinerie ne propose cette combinaison, quel que soit son prix. Les communautés de permaculture ont découvert ces techniques il y a des années. Dans les jardins communautaires d'Amérique du Sud, le bouturage à base de lentilles est une pratique courante. Au Chili, les vignerons utilisent des lentilles germées et beaucoup de patience pour bouturer leurs vignes. En Espagne, les jardiniers bio multiplient le romarin, la lavande et les oliviers grâce à l'eau de saule, une recette que leurs grands-parents leur ont apprise. Les adeptes de l'autosuffisance utilisent ces méthodes pour bouturer des figuiers, des grenadiers et des tiges de sureau, et obtiennent des résultats qu'ils n'ont jamais atteints avec les poudres du commerce. En aquaponie, l'eau de saule trouve une toute autre application. Les pisciculteurs l'utilisent pour maintenir la santé des racines dans leur système de culture hydroponique. L'acide salicylique contribue à prévenir les maladies racinaires, tandis que l'oxine favorise l'absorption des nutriments. Dans les régions chaudes, les élevages de tilapia et de poissons-chats
utilisent régulièrement de l'eau infusée au saule comme complément alimentaire. Les éleveurs de poules de basse-cour ont découvert que donner de la pulpe de germes de lentilles usagées à leurs poules leur apporte des protéines et des micronutriments, ce qui signifie qu'aucun élément de ce processus n'est gaspillé. Même les sous-produits ont de la valeur. Les jardiniers urbains vivant dans de petits appartements ont adapté cette technique pour la multiplication à petite échelle. Un simple bocal de lentilles germées, posé sur le plan de travail, produit suffisamment de concentré d'enracinement pour traiter des dizaines de boutures. Les jardiniers amateurs de plantes aromatiques clonent le basilic, le romarin, la sauge et le thym à partir d'un seul plant acheté, créant ainsi un véritable jardin d'herbes aromatiques pour le prix d'un simple pot. Les passionnés de roses prélèvent des boutures de variétés anciennes, les font tremper une nuit dans de l'eau de lentilles et constatent des taux d'enracinement supérieurs à 70% sur des tiges semi-ligneuses qui, auparavant, n'avaient pas résisté aux poudres d'enracinement commerciales. À Tucson, en Arizona, une communauté multiplie depuis 3 ans des figuiers adaptés au désert par bouturage grâce à un mélange d'eau de saule et de lentilles. Le partage s'amorce par des échanges de plantes entre voisins, permettant ainsi la création d'une forêt comestible locale à partir de déchets de cuisine et de connaissances partagées. Cette technique dépasse largement le cadre du jardinage ornemental. Dans les pays en développement, de petits agriculteurs utilisent l'eau de bouturage des lentilles pour multiplier par bouturage le manioc, la patate douce et le moringa, des cultures essentielles à la sécurité alimentaire dans les régions tropicales. Ces agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des hormones de bouturage commerciales. Un sac de lentilles, en revanche, ne coûte presque rien et remplit la même fonction. Les implications pour la souveraineté alimentaire sont considérables. Toute communauté, partout dans le monde, ayant accès à des lentilles ou à un saule, dispose désormais d'une technologie de multiplication végétale de qualité professionnelle. Je tiens à être honnête quant aux limites, car la crédibilité prime sur le marketing. Les boutures de bois tendres comme les tomates, le basilic, le colus et la menthe s'enracinent facilement dans l'eau et n'ont pratiquement besoin d'aucun entretien. Ces plantes produisent naturellement de l'auxine. Une bouture de paos produit tellement d'auxine que l'eau dans laquelle elle s'enracine peut même être bénéfique aux autres plantes placées dans le même récipient. Les boutures semi-ligneuses de romarin, de lavande, d'hortensia et de rosier sont particulièrement efficaces avec les solutions d'auxine maison. Ces plantes, suffisamment ligneuses pour que leur production naturelle d'auxine soit plus lente, bénéficient d'un apport hormonal externe qui améliore sensiblement la vitesse d'enracinement et le taux de réussite. Le bouturage de bois dur provenant d'arbres matures représente le défi le plus difficile. Des espèces comme le lilas, les arbres fruitiers tels que le pommier et le cerisier, et la plupart des conifères ont développé une écorce et un bois, dont la composition chimique rend l'enracinement difficile. Certaines de ces espèces réagissent aux concentrations naturelles d'auxine. D'autres nécessitent des doses plus élevées et précisément calibrées, disponibles dans les produits de synthèse commerciaux, parfois à des concentrations de 5000 à 8000 parties par million. Des niveaux que les préparations maison ne peuvent tout simplement pas atteindre de manière fiable. Aucune source sérieuse ne vous dira que l'eau de lentilles est efficace sur toutes les plantes de la même façon. Ce procédé permet de couvrir la grande majorité des besoins de multiplication en jardinage domestique, gratuitement, avec des données publiées attestant de son efficacité. Attention toutefois, l'auxine est une véritable hormone qui influence la biologie des plantes même à très faible concentration. Un usage excessif peut entraîner une croissance anormale, un épaississement des tiges, un enroulement des feuilles et la mort cellulaire. Respectez toujours la dilution de 1,10. N'appliquez jamais le concentré non dilué directement sur les boutures. Ne versez jamais les solutions d'enracinement concentré dans les cours d'eau naturels,
les égouts pluviaux ou les zones sauvages. Un excès d'oxine peut perturber la croissance des plantes aquatiques indigènes et de la végétation réparatrice. Compostez la solution non utilisée ou diluez-la fortement et arrosez-en les plantes de jardin déjà bien établies. L'intérêt commercial pour les solutions d'enracinement naturel est en plein essor. Le marché des hormones d'enracinement biosourcées a atteint 1,24 milliard de dollars en 2024 et connaît une croissance annuelle de plus de 8%. Les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour commercialiser leurs produits d'enracinement biologique à des prix élevés. En réalité, ils commercialisent ce que les jardiniers amateurs d'Amérique latine pratiquent gratuitement depuis des générations. Ce que les permaculteurs partageaient depuis des années sur les forums est désormais commercialisé sous une marque et revendu aux consommateurs avec une marge bénéficiaire. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire agricole. Le savoir autochtone est validé par la science, puis accaparé par le commerce. Voici ce que l'industrie du jardinage a toujours voulu vous cacher. La substance racinaire la plus puissante au monde n'est ni brevetée ni hors de prix. Elle est produite par chaque graine qui germe sur la planète. Concentrée dans chaque brin de saule, documentée dans des revues scientifiques, elle est accessible à tous ceux qui possèdent un sachet de lentilles et un verre d'eau. Charles Darwin l'a observé en 1880. Fritz Goman l'a capturé en 1926. Les Amérindiens le connaissaient bien avant leur naissance. Les agriculteurs du Chili, d'Espagne, du Mexique et d'Argentine l'utilisent depuis des générations. L'industrie des hormones végétales, qui pèse 4 milliards de dollars, ne vous vend pas un produit rare, mais un produit omniprésent. Reconditionné dans une bouteille, au nom ronflant et à l'étiquette trompeuse, ce produit est conçu pour vous faire croire qu'il est impossible de le fabriquer soi-même. Pourtant, vous pouvez le faire en 5 minutes pour moins d'1 euro. Le saule pleureur de votre voisin le sait. Les lentilles de votre placard le savent. Désormais, vous le savez aussi. Si cette information vous a été utile, regardez la vidéo suivante et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour le prochain épisode.